écoutez, après cet intermède instructif, félicitations aux vainqueurs. Donc nous allons passer à la quatrième et dernière séquence de notre symposium. Et donc nous avons pensé qu'on ne pouvait pas traiter de l'expérience client, de ces enjeux stratégiques de l'expérience client, sans aborder la question du management responsable, de la responsabilité sociale des entreprises. Alors nous avons avec nous Pierre Woll, qui est professeur à l'université, spécialiste en marketing, et qui nous fait le plaisir d'intervenir vraiment de façon très ponctuelle et sans que ça ait été prévu, parce que Madame Pez effectivement est souffrante et ne pouvait pas être là avec nous. Donc je remercie Pierre de la remplacer, en tout cas d'intervenir sur cette thématique. Nous avons aussi Monsieur Garnier, donc du cabinet KPAM ou KPAM, voilà, donc voilà, c'était juste l'appellation, et Monsieur Nikolaïev, également expert dans le domaine du management responsable, et qui vont partager avec nous leur vision de ce qu'on peut appeler la gestion client responsable, la gestion client durable. Et donc je vais passer d'abord la parole à Pierre Woll pour un exposé sur cette question de la RSE, la responsabilité sociale des entreprises, et son implication sur ces questions de la gestion de la relation client. Donc Pierre, on te laisse la parole. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Entendant très bien. Bon, parfait. Merci de m'accueillir donc en remplacement de ma collègue et amie Virginie Pez. Donc oui, je ne suis pas Virginie. Je suis Pierre Woll, je suis professeur à l'Université Paris-Dauphine. Alors la relation client dans le milieu académique, c'est une grande famille, mais certains sont encore plus proches que d'autres, puisque Virginie était ma doctorante, et aujourd'hui l'élève a très largement dépassé le maître, et j'en suis très fier. Donc si Virginie nous écoute, un petit message de bon rétablissement, et au plaisir de te voir bien vite. Donc, je remplace Virginie sur cette thématique concilier la gestion de la relation client avec les enjeux de développement durable. Alors, je suis intervenu sur cette thématique il y a pas plus de 3 mois à la Marque, aux côtés de Laurent Garnier. Donc, bonjour Laurent, je suis ravi de te retrouver, Marie-Louis Julien et d'autres qui sont dans la salle. Donc voilà, c'était un prolongement, j'imagine, et je suis ravi de développer de nouveau ce contenu, alors qui correspond évidemment à la thématique. Hein. J'imagine que Virginie aurait fait quelque chose d'assez différent, et donc j'aurais beaucoup intérêt à croiser nos regards ultérieurement, parce que c'est un nouveau sujet. Donc on va commencer par ce premier point. Hein. C'est quand même un nouveau sujet, la question de la responsabilité dans la gestion de la relation client. Encore plus donc si on l'aborde par le biais du développement durable. Alors moi j'ai fait une trajectoire en fait assez classique dans la gestion de la relation client depuis une vingtaine d'années, et depuis plus récemment je m'intéresse au développement durable, notamment avec cet ouvrage que j'ai publié en 2022 sur un marketing plus durable. C'est en tous les cas un souhait. Alors, on va aller vite sur les constats, mais sur lesquels on peut tous se mettre d'accord. Mais un point quand même très important, c'est que le développement durable, ça embarque au moins 2 sujets. Et c'est pour ça que mon livre n'est pas vert. Ça embarque le sujet de l'environnement, c'est clair, mais ça embarque également le sujet du social. Et donc, quand on parle d'une relation client qui est responsable ou durable, bien sûr, on parle de l'environnement, mais pas que. Et donc c'est important de bien avoir ça en tête, puisque le propos que je vais développer tout à l'heure est vraiment sur les 2 axes, l'environnemental mais aussi le social. Et le social, ça embarque à la fois l'enjeu du client, mais aussi l'enjeu du collaborateur. Et si j'ai bien compris, c'est une thématique que vous avez abordée aujourd'hui. Donc, alors le constat est ultra rapide, hein, c'est qu'effectivement le développement économique tel qu'il se présente aujourd'hui n'est pas tenable. Et là, c'est pas une question de gauche, droite, d'est ou de ouest, du nord ou du sud. C'est un constat qui est partagé par tout le monde. En revanche, ce qui est moins partagé, c'est qu'est-ce qu'on peut faire une fois qu'on a fait ce constat. Deuxième volet du constat qui est également assez intéressant, c'est que on pourrait à la limite se dire bon, on est en
train de détruire la nature, mais l'homme se développe, progresse, et en fait, pas complètement. C'est pas tout à fait vrai. Dans certaines parties du monde, même le développement humain régresse. On peut en attester par l'espérance de vie, le niveau d'éducation, l'égalité, qui est une valeur importante du développement durable. Bref, ce développement économique au détriment de la nature n'est pas compensé par un développement humain satisfaisant. Donc là, on a deux problèmes, et c'est vrai que le développement durable pourrait être une solution. Donc, alors, ça serait une réponse aux enjeux actuels, mais attention, hein, tout le monde n'est pas d'accord avec ce point de vue-là. Moi, j'ai juste adopté ce cadre-là parce que c'est celui qui est quand même développé par l'ONU, qui est porté notamment par les objectifs de développement durable. Et évidemment, si on peut être très critique par rapport au développement durable, on peut. Ça constitue aujourd'hui, en tous les cas à mes yeux, une réponse qui nécessite d'être examinée vraiment en détail. Et surtout, quelles conséquences on peut en tirer à la fois pour le marketing, pour la relation client. Donc c'est ce que je vais essayer de faire dans les 10 minutes qui viennent. Hein. C'est fort de ce qu'on sait du développement durable, des 17 objectifs du développement durable promus par l'ONU. Qu'est-ce qu'on peut en tirer comme conséquence quand on est un professionnel du marketing et plus particulièrement de la relation client? Alors moi, la relation client, je la comprends dans le marketing, juste un point de vocabulaire, enfin je vais en faire deux en vérité, tout simplement parce que le marketing pour moi c'est la commercialisation, hein, donc c'est l'ensemble des activités destinées à recruter, à fidéliser des clients, voilà, les produits et les services étant, si j'ose dire, des moyens pour recruter et fidéliser des clients, donc voilà mon appréhension du marketing, donc c'est assez large. Et un deuxième point que je voudrais développer, c'est effectivement la différence entre durable et responsable, parce qu'effectivement c'est pas un hasard complet si on a deux mots quand même qui sont assez distincts. Ils recouvrent des réalités différentes. Il ne s'agit pas de couper les joints en quatre, d'ouvrir le dictionnaire Larousse, mais enfin, si durable et responsable c'était la même chose, on n'aurait peut-être pas besoin de deux mots. Donc, juste un point pour dire que durable, c'est donc la durée, c'est le temps, et il y a ce volet environnemental et ce volet social, et l'idée c'est de préserver en fait notre capacité à satisfaire les besoins des générations futures. Donc, on est bien dans l'idée de temporalité. Responsable, la responsabilité des entreprises, c'est un autre sujet. C'est un sujet qui fait beaucoup plus appel à l'éthique, à la déontologie, à des normes en fait, mais qui ne sont pas des normes scientifiques, qui sont plus des normes philosophiques. Donc, cette distinction étant faite, là on va un peu embrasser les deux sujets, hein, mais tout à l'heure peut-être que dans les échanges ça serait utile de ne pas mélanger les deux. Quoi qu'il en soit, ici j'aimerais interroger donc le sujet de la relation client responsable. Alors, comment cette pratique du marketing peut contribuer au développement durable? Je ne vais pas m'étendre, mais ce que je veux dire, c'est que on peut avoir plusieurs niveaux d'ambition. Il faut admettre qu'on ne soit pas parfait tout de suite. Et donc, plusieurs niveaux d'ambition, pour le faire mais ultra court, d'une ambition relativement modeste qui consiste à limiter les externalités, c'est-à-dire les effets négatifs des pratiques marketing, par exemple en réduisant l'impact environnemental ou l'empreinte environnementale des activités de marketing digital. On sait que le numérique, ça génère une empreinte environnementale assez sérieuse. Certains disent que c'est plusieurs pourcentages d'émissions de CO2. Bon, comment on peut réduire en fait les ressources dans les activités marketing? C'est déjà pas mal, mais c'est le niveau, on va dire 1. Et puis, de l'autre côté, on a un niveau 5 qui est beaucoup plus ambitieux, qui est de faire en sorte de soutenir par la création d'une valeur collective, ça veut dire pour les clients, pour les collaborateurs, pour la société, créer de la valeur collective avec un impact net. Ça veut dire que sans mon produit et mon service, le monde se porte moins bien. Alors j'interroge tout le monde à se dire, est-ce que sans mon produit et mon service, le monde se porterait-il mieux ou moins bien? On constate que beaucoup de produits, franchement, on pourrait s'en passer. Et donc, si on veut aller vraiment dans la création de valeur collective nette, ça suppose énormément de changements, notamment de business model. Alors, cette parenthèse étant fermée, maintenant, on va essayer d'appliquer ça à la question de la relation client. Donc, je suis un professionnel de la relation client. Comment je peux contribuer à un marketing plus durable, plus responsable?
Alors, je me suis interrogé là-dessus depuis à peu près 3 ans. J'ai commencé, comme tout académique, à faire mes petites recherches, c'est-à-dire qui a déjà parlé de ce sujet-là avant moi, histoire de m'appuyer sur mes prédécesseurs, qu'ils soient d'ailleurs des professionnels ou des académiques. De ce point de vue-là, pour moi, tout le monde a de la valeur. Et donc, je suis allé voir de 2 côtés, notamment un côté intéressant. C'est un baromètre qui est fait par une société qui s'appelle Velvet Consulting, qui est membre de WPP, et qui fait un baromètre intéressant en 2021, et qui nous dit en gros, il y a un quart des entreprises qui ont la RSE au cœur de leur stratégie, et qui l'intègrent dans la stratégie, la relation ou l'expérience client. On va dire un quart, un gros quart. Les autres, soit ils n'ont pas de stratégie RSE, soit ils ont une stratégie RSE, mais qui n'est pas du tout liée à la question du client, bon, soit oui, ils essayent de lier les 2 sujets, mais bon, ils sont en chemin. Voilà, ils ont des projets, mais pas encore une vraie réalité d'alignement, si je veux dire, d'intégration de la RSE dans la relation client. Donc juste pour dire 2 choses, 1, ce sujet, il existe visiblement, on fait des études dessus, et 2, ça correspond à déjà des entreprises assez avancées, et c'est pas pour tout le monde. Donc voilà, les entreprises progressent sur ce chemin. Alors malheureusement dans ce baromètre, avec l'amitié que j'ai pour Velvet, on ne définit pas ce que c'est qu'une relation client responsable, et donc je me suis tourné vers une autre source très connue, la source Kantar BearingPoint, qui fait chaque année le podium de la relation client. Et ils nous disent 2 choses. La première, ils nous disent c'est important, en 2020, la relation, elle doit être responsable. C'est le sujet du moment. Si on regarde ce petit historique, on voit qu'on est parti de sujets de qualité il y a longtemps, il y a une quarantaine d'années, en passant par des questions de personnalisation. C'était peut-être il y a 5-10 ans, même s'il y a encore beaucoup de progrès à faire. Aujourd'hui, le sujet, c'est la responsabilité. Bon. Donc c'est intéressant de voir qu'on est bien dans un sujet très actuel, d'après ces sociétés, Kantar et BearingPoint, et plus précisément, ils mesurent en fait la perception, donc ils donnent un score en fait aux entreprises sur ce sujet de la relation client responsable. Et en fait, ce score, il est basé sur 4 items qui sont ici présentés. 1, la loyauté des pratiques. 2, la responsabilisation des collaborateurs. Alors attention, responsabilisation, en fait, vous voyez, on donne une autonomie pour prendre des décisions. En fait, la traduction, si j'ose dire, ça serait plutôt empowerment, c'est-à-dire on leur donne plutôt une capacité d'agir. C'est pas une question, ça va avec la responsabilisation, mais c'est pas tout à fait le même sujet. 3e item, l'éco-responsabilité, donc de la conception jusqu'à la communication, des offres et des produits et des services. Et puis la responsabilité au niveau des data et notamment l'enjeu du respect de la vie privée. Voilà ce que recouvre la notion de relation client responsable d'après Kantar et BearingPoint dans le podium de la relation client. Alors c'est bien, c'est d'ailleurs la seule chose dont on dispose en 2021-2020, mais c'est le moment où je commence à m'interroger sur le sujet, et donc j'ai creusé notamment avec mes étudiants, je sais que Mourad est très attaché à l'implication des étudiants dans la pédagogie, nous aussi, et effectivement j'ai impliqué mes étudiants dans une réflexion de fond sur c'est quoi la relation client responsable. Alors je vous passe un petit peu la méthode, la démarche, mais je vais vous donner le résultat. J'aimerais, avant de vous donner le résultat, c'est pas un teasing, mais simplement rajouter un élément de la discussion. L'élément que je voudrais rajouter, c'est l'excellent, je trouve, démarche qui s'appelle Bicorp. Aujourd'hui, vous avez pas mal d'entreprises qui sont lancées dans cette démarche. Et là aussi, on a cette notion de responsabilité dans la relation client. Voilà. Alors, simplement, je note que c'est très intéressant, mais ça correspond en fait à des produits et des services qui sont vraiment destinés à régler un problème social. Si je veux dire, ça serait un petit peu dans ma typologie le niveau 5 que j'évoquais tout à l'heure. Quand l'entreprise a comme vocation de régler un problème social, là vous mettez tous les points dans l'évaluation Bicorp. Donc si vous ne correspondez pas à ce type de business model, ou même carrément de mission en vérité, vous ne rentrez pas dans l'assessment Bicorp en termes de ce qui s'appelle Company Stewardship of its Customers. Donc, c'est très ambitieux et en même temps, c'est assez limitatif. En même temps, quand on regarde un peu le détail des items, on retombe un petit peu sur ce qu'on se disait tout à l'heure, l'éthique, le respect de la vie privée, le fait de donner des retours, ou de permettre aux consommateurs de donner des retours.
donc à l'entreprise, ce qu'on pourrait appeler la voix du client, comme ça a été évoqué tout à l'heure. Bref, donc ce cadre d'analyse, Bicorp, embarque un petit peu la question de la relation client, mais pas de façon, à mon sens, complètement satisfaisante. Alors, ce que je vous propose, c'est un slide qui résume en fait une trentaine de principes. C'est un slide sur lequel on va passer 3 minutes et on finira par là avec une toute petite conclusion. Donc le slide que je vous propose, c'est un slide qui en fait repère un certain nombre de principes. Alors je dis 30, là il n'y en a pas 30, en fait il y en a 10, mais si j'ose dire, je les ai synthétisés pour que ça rentre sur le slide. Et surtout, il y a un deuxième niveau d'analyse. Pour ceux que ça intéresse, je peux faire circuler un document, un chapitre de bouquin d'une vingtaine de pages, qui détaille un petit peu ces principes. Mais là, j'aimerais évoquer un petit peu l'idée générale et puis quelques principes et peut-être un ou deux exemples. Donc, l'idée générale, c'est la suivante. J'ai présenté ces principes à partir d'une grille qui est assez aujourd'hui utilisée. Vous avez ici les éléments secondaires. C'est des éléments qui ne vont ni nourrir la satisfaction, ni nourrir l'insatisfaction. En gros, ils n'impactent pas grand-chose. Ici, vous avez des éléments clés à l'opposé qui impactent à la fois positivement la satisfaction et négativement l'insatisfaction. C'est-à-dire, quand ils sont là, on est content. Quand ils ne sont pas là, on n'est pas content, pour faire simple. Ici, vous avez des éléments basiques. Quand ils sont là, on ne s'en rend même pas compte, c'est un basique. Par contre, quand ils sont absents, alors là, ça va induire une forte insatisfaction. Et ici, les éléments plus, quand ils sont pas là, on s'en rend pas compte. Par contre, quand ils sont là, c'est un plus, ça va impacter positivement la satisfaction. Voilà, c'est une grille qu'on appelle la matrice tétraclasse. Bon, peu importe, j'ai mis dans le chapitre, évidemment, la référence. En tous les cas, c'est une grille très pratique pour identifier ici 3 grands types d'éléments. Je fais l'hypothèse qu'il n'y a pas d'éléments secondaires dans les principes que j'ai identifiés, sinon je ne les aurais peut-être pas identifiés. Mais disons qu'on peut en discuter. Ce qui est sûr aussi, c'est que cette matrice, elle doit être adaptée à chacune des entreprises. Donc, je vous propose de très rapidement évoquer les principes. Vous ne serez peut-être pas d'accord sur l'affectation de tel principe à telle catégorie, mais ça, je pense que c'est assez normal parce que ça, c'est une grille un peu générique qu'il faudra un peu adapter à chaque cas de figure, histoire de prioriser vos chantiers. Alors, les éléments basiques, à mon sens, 3 éléments, 3 familles de principes. Premier principe, la loyauté des pratiques commerciales. C'est un basique, mais ce n'est pas respecté par tout le monde. Je vous encourage à regarder 60 millions de consommateurs. Chaque numéro comporte 10 à 20 entreprises qui ont été pénalisées pour non-respect de loyauté des pratiques commerciales. Donc ça existe, y compris des noms connus. Okay, je ne pense pas que la Poste en fasse partie. Donc c'est une bonne chose. Mais ceci dit, je vous encourage à effectivement appuyer sur ce point qui est un basique, mais qui n'est pas respecté par tout le monde, la loyauté des pratiques commerciales. Deuxième basique, la gestion responsable des données clients, notamment leur sécurisation. On pourra en reparler avec le ministère du Travail dans l'actualité. Mais bon, gestion responsable des données clients. On sait que ce n'est pas facile, mais il faut mettre le paquet là-dessus, y compris sur la sécurité. Troisième élément, qui est un basique, c'est le management responsable des collaborateurs en contact. Alors là, on est dans le territoire qu'on appelle symétrie des attentions ou chaîne profit de satisfaction. Bref, on est vraiment dans l'idée que les collaborateurs sont essentiels à la réussite d'une relation client responsable. Ça, ce sont les basiques. Attention, toutes les entreprises ne sont pas irréprochables, mais on peut considérer globalement que du point de vue du client, en tous les cas, c'est un basique. Les éléments clés, gestion de la pression commerciale. Oui, il y a encore beaucoup d'entreprises qui ne gèrent pas la pression commerciale, qui envoient des messages à tort et à travers, notamment grâce aux leviers digitaux qui ont un coût contact très bas, donc on peut complètement arroser. Ce n'est pas forcément une très bonne idée, ça n'est pas très responsable. Deuxième idée, diminuer l'effort client, rendre le produit accessible, rendre le service après-vente accessible, rendre les réclamations accessibles. Ça, c'est effectivement un élément clé. Facteur de différenciation et donc un avantage comparatif pour les entreprises. Et dernier élément, tout ce qui est accessibilité, réactivité, qualité du service client. Donc ça, c'est vraiment des attendus pour le client. Quand c'est présent, il est satisfait. Quand c'est absent, il n'est pas satisfait. Et pour conclure rapidement, les éléments plus, non pas que ça soit, secondaire, sinon il ne serait pas là. Ça compte, mais ça compte, si j'ose dire, c'est, comme disent les Américains, icing on the cake, ou cherry on the cake. C'est le plus. Il faut que les basiques, les éléments clés soient déjà bien réalisés pour que les éléments plus jouent pleinement positivement. Transparence de la communication, équité,
vous allez me dire, c'est pas des petits sujets, hein, mais c'est clairement des sujets qui, à mon sens, sont des éléments plus. Verrouillage éthique, c'est-à-dire il ne faut pas ligoter le client, il faut toujours lui laisser sa liberté de partir, hein, et donc peut y réfléchir parce que ce n'est pas le cas de toutes les entreprises. Et quatrièmement, l'idée que la relation client peut être un levier de promotion du développement durable. Pas seulement pour vendre plus, mais pour utiliser mieux les produits et les services et réduire leur impact environnemental, améliorer leur impact social. Voilà, donc pourquoi pas utiliser ces canaux, pas seulement pour vendre plus, mais pour améliorer en fait l'équation entre guillemets environnementale et sociale de vos offres. Tout ça, c'est essentiel, mais bon, c'est rangé dans plus, mais encore une fois, ça dépendra peut-être de la maturité des secteurs dans lesquels vous vous trouvez, où un élément plus va devenir un élément clé, puis un élément basique dans 5 ans. Hein. Donc voilà, il y a une sorte de dynamique dans ces éléments qu'on peut repérer. Donc ça, c'est en fait la représentation graphique ou schématique des principes de gestion responsable des clients. Et j'aimerais conclure sur un seul point. S'il y avait une bonne pratique à mettre en œuvre aujourd'hui dans les entreprises, par où commencer? On me pose souvent cette question. Eh ben, c'est tout simple, si j'ose dire, c'est tout simple. Hein. Mesurer les impacts. Le développement durable, c'est le monde de l'impact. C'est pas le monde de la performance, c'est le monde de l'impact. Impact environnemental, impact économique, impact social. On a une assez bonne culture pour mesurer les impacts économiques, les impacts environnementaux et sociaux, encore assez peu. Et notamment, il faut que les professionnels de la relation client s'inspirent de ces questions d'impact, s'approprient ces questions d'impact de façon à pouvoir faire du reporting, non pas seulement sur la performance business de leurs activités, mais aussi sur l'impact environnemental et social. Et là, c'est juste le début. On n'a pas vraiment de KPI sur les impacts en termes de marketing relationnel. On peut en suggérer, hein, le climat social, le bien-être, mais aujourd'hui, il n'y a rien de véritablement installé. On est un peu au début, mais bon, il faudrait aller un peu vite si on veut contribuer positivement au développement durable en tant que professionnel de la relation client. Pour moi, ça passe par la mesure des impacts. Voilà en gros ce que je voulais vous dire en une quinzaine de minutes. Je vous remercie de votre attention. J'espère que ça donnait peut-être des idées ou des pistes ou fait écho à des pratiques que vous avez déjà mis en œuvre. En tous les cas, merci de votre attention. Merci beaucoup Pierre. Je sais que tu as une contrainte dans 5 minutes, donc on va prendre peut-être quelques questions dans l'assistance, voilà, des réactions par rapport à ce que tu as présenté. Alors il y a une question au fond, si vous pouvez parler peut-être un peu fort, voilà. Alors Mourad, si tu veux bien relayer la question. Oui, je relayerai la question Pierre. Je n'entends rien du tout. D'accord. Alors je relaie la question. Donc il y a une dichotomie en fait entre la gestion responsable de la relation client et l'émergence de technologies dont l'intelligence artificielle dont on a beaucoup parlé aujourd'hui. Qu'est-ce que tu penses justement de cette pratique? Est-ce qu'elle n'est pas contraire finalement à ces principes du développement durable, donc de par l'impact et l'empreinte environnementale de ces pratiques? Alors, le numérique a une empreinte environnementale très claire. Hein. Donc, c'est vrai que, par exemple, les retailers qui disent aujourd'hui, voilà, on ne fait plus de prospectus papier, par contre, on va tout mettre en digital. En vérité, l'équation, elle n'est pas forcément positivement nette pour la nature, parce que le digital a lui-même son impact. Hein. Donc, d'où la question de la mesure. Hein. On en revient là-dessus. Alors, une fois qu'on a dit ça, pour moi, bien sûr, il y a un impact, hein, clairement. Il faudra comparer les impacts pour savoir si on va dans le bon sens. Mais surtout, moi, ce que je voudrais dire, c'est que l'intelligence artificielle, c'est pas une fin en soi, c'est un moyen. Et donc, si votre intelligence artificielle permet d'économiser 50% de la masse salariale dans un centre de contact et de fracasser la qualité de la relation, mais comme vous la mesurez pas, ou alors mal avec le NPS,
Bah, ça va bien en fait. Vous avez cassé le thermomètre en même temps, donc tout va bien. Vous en rendrez compte, mais dans 5 ou 10 ans en fait. Peut-être parfois plus rapidement, ça dépend des business, mais ça serait une erreur. Si par contre l'intelligence artificielle sert à améliorer la qualité des interactions parce que l'agent, le conseiller est mieux équipé, il a accès à une base de connaissances plus rapidement, plus pertinente, on peut se débarrasser des scripts, se concentrer sur l'échange et sur des échanges à valeur ajoutée. Si l'intelligence artificielle permet ça, ça peut améliorer les choses. Par ailleurs, elle permet de mesurer aussi et d'appréhender des quantités de données et d'informations qu'on peut aujourd'hui pas véritablement traiter en profondeur. Donc, encore une fois, ça dépend à quoi ça sert. Voilà. L'énergie nucléaire, c'est de l'électricité, c'est aussi une bombe. Et c'est la même technologie en vérité. Merci. Une autre question, peut-être dans l'assistance? Non, très bien. Merci beaucoup, Pierre. Bonne continuation, merci de m'avoir accueilli et bonne continuation pour ce symposium. Et donc, on a le plaisir d'avoir avec nous Monsieur Nikolaïev, du cabinet Une raison d'être, et Monsieur Garnier, du cabinet CAPAM. Et donc, ils vont nous apporter un éclairage d'experts sur ce sujet. Moi, j'avais envie de commencer justement, mais Pierre a bien, je dirais, présenter le contexte, c'est-à-dire cette notion de management responsable ou management durable appliqué à la relation client. Comment vous le définissez ou comment vous le voyez dans vos pratiques quotidiennes ou dans les pratiques de vos clients ou des organisations avec lesquelles vous travaillez? Alors oui, merci de m'avoir invité déjà. C'était très intéressant toute cette journée. Alors moi, j'accompagne les organisations et les entreprises dans leur transformation à impact positif, et notamment lorsqu'elles veulent devenir société à mission. Donc on rejoint peut-être là ce qui était dit tout à l'heure sur l'impact positif net. Alors je ne sais pas si toutes les sociétés à mission arrivent à l'impact positif net, il faudrait interroger la Poste, qui est entreprise à mission justement. Je pense que c'est encore difficile, mais en tout cas c'est peut-être la vision, c'est peut-être l'idéal qui est visé, c'est-à-dire une entreprise qui va affirmer quelle est son utilité sociale et en même temps, donc son utilité sociale au-delà de la performance financière, et en même temps prendre des engagements sur le plan social et sociétal. Bien évidemment, quand on est dans cette démarche-là pour adopter la qualité de société à mission, la relation client, alors on l'appelle durable ou responsable, rentre en ligne de compte, obligatoirement, dans la mesure où l'entreprise va réfléchir à qui elle est, en définissant sa raison d'être. Et donc, à partir de là, bien évidemment, elle doit se positionner par rapport à son écosystème, par rapport à ses collaborateurs, bien évidemment, mais également par rapport à ses fournisseurs, ses prestataires, et bien évidemment par rapport à ses clients. Donc là encore, on revient sur une notion qui a déjà été abordée tout à l'heure, c'est qu'est-ce que l'entreprise apporte comme valeur ajoutée à ses différentes parties prenantes, et notamment aux clients. Donc pour une entreprise à mission, ça peut prendre deux voies, et je trouve que ça rejoint un peu la distinction entre relation client durable et relation client responsable. On nous a dit que la durabilité, ça évoque vraiment la notion de durée, les générations futures, etc. Donc on a des entreprises qui sont là-dedans, dont l'activité elle-même, ou les valeurs en tout cas, représentent la durabilité. Donc je vous ai amené l'exemple ici. Donc c'est une gourde, a priori, mais c'est une gourde, je n'ai pas d'intérêt. Hein. De toutes les entreprises que je vais citer, je n'ai aucun intérêt, je ne les ai pas accompagnées. C'est l'entreprise Quetch. Donc le jour, il y a un an à peu près, où j'ai perdu ma précédente gourde qu'on m'avait offerte, bien évidemment, j'ai acheté une gourde d'une société à mission, parce que tout le procédé de fabrication, en tout cas de ce qui est affirmé, hein, mais tout le procédé de fabrication, de retraitement, la manière dont ils communiquent, dont ils transportent, etc., est tourné vers le développement durable. Et d'ailleurs, ils sont Bicorp. Ils sont certifiés Bicorp aussi. Donc les deux vont ensemble. C'est assez complémentaire, société à mission et Bicorp.
Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup plus de sociétés à mission. On est autour de 1600. Je crois que Bicorp, on est entre 600 et 800. Donc c'est pas exactement. C'est vrai que le critère Bicorp est assez exigeant. La société à mission, on part dans un procédé inverse. C'est très libre. Il vous suffit, vous êtes une entreprise, de définir votre raison d'être, des objectifs socio-environnementaux. Vous faites une modification statutaire, vous déposez au greffe. Si le greffe valide d'une manière formelle, vous êtes société à mission. Donc il n'y a strictement aucun contrôle. Et pour une fois, en droit français, c'est peut-être pas mal de laisser la liberté aux entreprises d'adopter quelque chose d'une qualité, sans changement de statut, de manière libre. Ensuite, les choses sérieuses commencent, pour ainsi dire, même si le travail avant est primordial. C'est-à-dire que les objectifs statutaires, il va falloir les traduire en objectifs opérationnels, en plan d'action, en outil de mesure, suivi par un comité de mission et, au bout d'un certain délai, un audit d'un organisme tiers indépendant. Donc on part d'un régime de liberté pour ensuite rentrer dans quelque chose qui est relativement engageant. Mais je me suis écarté de la question. Non, mais très bien. Donc je vais repasser la parole à Laurent. Voilà, je vais poser la même question à M. Garnier. Dans les entreprises avec lesquelles vous travaillez, comment elles conçoivent justement cette notion de responsabilité dans leur gestion de la relation client? Alors, je vous ai préparé un petit document là-dessus. Je peux vous le dérouler si vous voulez pour répondre à cette question, mais j'aurais besoin d'aide pour savoir si la présentation est juste là ou pas. Je n'ai pas l'impression. Donc, tu peux venir peut-être du clavier. Non, il n'y a rien. Ah oui, c'est ça. Oui, mais c'est pas tout à fait ça. Ça va être plus loin. Voilà, c'est là. C'est là. Voilà. Super. Je prends ça. Voilà. Voilà. Comment? Tout coupé, je crois. Tout coupé. C'est bien. On va voir. Oh yes. Ah, tout coupé avec l'extérieur. Ouais, bon. Merci Mourad. Non, ça va aller. Tu voulais qu'on se fasse un petit coup de... Ça va arriver, tranquille. Voilà. Attendez, parce que je vais vous mettre directement sur le truc. C'est bon? C'est là aussi? Impeccable. Vous mettez en grand écran? Ouais, bien sûr. Attendez, je vais... Si, ça enregistre, là. De quoi? Là, ça enregistre, là. C'est pas très grave, le truc il est enregistré. Et là, ça devrait être bon. Je sais pas. Ça veut pas fonctionner ce truc là. Ah bah c'est super ça. Ça marche plus, c'est ça? Bon, il a tout cassé. Et refaire le partage. Voilà. Ah, attendez. Ouais, ça marche. C'est bon. Allez, donc, pardon. Merci beaucoup. Oui, donc, vous m'entendez comme ça? Oula, vous êtes encore vivant, là? Oui. Alors, je voulais justement partager je vous ai préparé ce petit document pour vous parler des initiatives qu'on a pu voir sur les initiatives qui transforment les entreprises en matière de RSE. Le constat de départ, et pourquoi on s'est intéressé à ça, c'est que je caricature un tout petit peu, mais ça fait pas de mal, je pense. Globalement, la RSE, très longtemps, et encore, il y a encore très peu de temps, et c'est encore la réalité pour 72% des entreprises, puisque Pierre Vol nous expliquait qu'il y a seulement 28% des entreprises qui l'ont mise au cœur de leur stratégie. Pour 72% des entreprises encore, la RSE, c'est quand même quelque chose où, globalement, vous plantez des arbres au Togo pour compenser les manquements que vous avez dans l'Hexagone. Je caricature, mais c'est un peu ça, d'accord ? Et la RSE, c'est aussi beaucoup des discours. C'est des grands discours, ça vient du corporate, c'est tout là-haut, et vous, le consommateur, vous n'y comprenez rien, et le collaborateur, parfois, n'y comprend rien. Et toute notre démarche, c'est de dire, c'est ça, il est temps, bien et largement temps, vu les investissements colossaux qui sont mis en matière de RSE pour arriver aux objectifs qui ont été fixés par le légal, par le législatif, il est temps que la RSE
viennent enrichir l'expérience des clients et viennent enrichir l'expérience des collaborateurs. Donc l'idée, vraiment, c'est de se dire comment est-ce que la RSE peut redescendre et venir enrichir, embellir, je dirais, le quotidien des clients et le quotidien des collaborateurs. Donc c'est ce qu'on fait avec ce genre de modélisation. Alors nous, notre travail de base chez KPM, c'est de faire ces modélisations. On fait des modélisations extrêmement précises d'expérience client, d'expérience collaborateur. On part des verbatims et c'est à partir des verbatims qu'on arrive à faire ces travaux de modélisation. Donc ça, on fait ça depuis 10 ans. Et là, plus récemment, on a commencé à se dire qu'il fallait absolument voir où étaient les marqueurs RSE. C'est-à-dire que pour aller d'une expérience client à une expérience client responsable, il faut venir enrichir l'expérience client qu'on connaît tous avec des marqueurs RSE. Et ça, c'est pas si facile que ça. Parce qu'aujourd'hui, les entreprises, et c'est tout le paradoxe de la chose, c'est que je peux vous parier, je vous mets un énorme billet sur le fait que dans 5 ans, le terme d'expérience client responsable sera un pléonasme. L'expérience client elle sera nécessairement responsable, mais on ne dira plus expérience client responsable. Ça ne voudra rien dire. Elle sera intrinsèquement responsable ou elle ne sera pas. Donc dans 5 ans, le terme d'expérience client responsable, le responsable va tomber parce qu'il sera nécessaire, totalement tenu dans cette idée d'expérience client. Donc, ça, c'est à horizon 5 ans. Et pourtant, aujourd'hui, c'est incroyable comme les entreprises ont du mal à se bouger sur le sujet. Pourquoi elles ont du mal à se bouger sur le sujet? Parce que, globalement, les clients n'en parlent jamais dans leurs enquêtes. Quasiment rarement. Le discours sur la RSE, sur toutes les dimensions RSE, c'est moins de 1% du discours des clients dans leur verbatim aujourd'hui. Donc ça veut dire que, spontanément, les clients n'en parlent pas. Donc ça n'affole pas les entreprises. Et puis, surtout, les entreprises ne se rendent pas compte à quel point c'est dur d'installer une initiative RSE, à quel point ça prend du temps. Qu'est-ce que c'est le cycle de vie d'une initiative RSE? Globalement, vous sortez une initiative RSE, et votre initiative RSE, elle en prend plein la gueule pendant quelques années. Plein la gueule. C'est-à-dire que tout de suite, la suspicion du greenwashing, par exemple, la suspicion est incroyable ici. Et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire qu'on est dans une société de défiance, et nous, travaillant dans l'expérience client depuis très longtemps, on a compris à quel point l'expérience client, en fait, l'expérience client vient de la défiance, vient de la société de la défiance. On est venu de plein pied dans le sujet de l'expérience client par pure défiance, parce qu'on est dans une société de défiance. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est parce qu'on se méfie comme de la peste des discours aujourd'hui, qu'on fait beaucoup plus confiance aux actes que posent les entreprises. Et c'est parce qu'on ne croit plus les grandes organisations qu'on est beaucoup plus dans des éléments de proximité, des relations one-to-one. C'est pour ça que l'expérience client, parce que c'est souvent une relation one-to-one avec un collaborateur de l'entreprise, et parce que la relation client, c'est des actes, c'est la somme des actes que posent les entreprises globalement, que l'expérience client a émergé de cette société de défiance. Donc, société de défiance et expérience client, c'est déjà intrinsèquement lié. Mais pire que ça. Quand vous parlez de RSE, la défiance, c'est un facteur 10 par rapport à ce qu'on voyait dans l'expérience client. Parce que la suspicion est permanente. Vous êtes en permanence soupçonné de faire le beau. Et quand vous êtes soupçonné de faire le beau, vous en prenez plein la tête. Et le seul moyen pour une initiative RSE de gagner ses galons, c'est de perdurer. C'est avec le temps, c'est avec les années. C'est quand vous dites, ben, on fait ça depuis 4 ans ou depuis 5 ans, que ça, etc. Et que tout d'un coup, on se dit, ah ouais, quand même, ouais, d'accord. C'est pas un petit machin marketing qu'ils nous font, etc. C'est pas, etc. Ils sont sérieux puisqu'ils le font depuis 4-5 ans. Donc ça prend du temps. Et c'est ça qui est fou, c'est qu'aujourd'hui, les entreprises ne se rendent pas compte de l'urgence qu'il y a là-dessus. Elles n'interrogent pas spécifiquement, parce que comme ça ne remonte pas dans les verbatim, en fait, il faudrait interroger spécifiquement les clients sur ces perceptions des initiatives RSE des entreprises, sinon rien ne remonte, et elles ne se rendent pas compte du temps qu'il faut pour l'installer. Et pourtant, dans 5 ans, l'expérience client ça sera expérience client, point, et ça inclura forcément la dimension responsable. On ne parlera plus d'expérience client responsable. Alors du coup, ce que je vous ai préparé ici, c'est les résultats de plusieurs enquêtes qu'on a faites. D'abord, les travaux qu'on fait avec les entreprises sur ces dimensions-là. Il y a ici une entreprise qu'on a faite il y a 1 an où on a interrogé 2000 Français. On leur a demandé quelles sont les initiatives RSE des entreprises qui vous intéressent le plus et celles qui vous rebutent le plus. D'accord? Et on a 2000 Français qu'on a interrogés à la fois en tant que consommateurs et en tant que collaborateurs. Et sur des collaborateurs d'entreprises qui faisaient plus de 1000 salariés. D'accord? Donc quand même des boîtes avec une certaine dimension. Et on a aussi interrogé parallèlement des professionnels de l'expérience client, d'entreprises, de la RSE, de plus de 60 grandes entreprises françaises sur, là aussi, quelles étaient les initiatives RSE qu'ils plébiscitaient. Et de ces travaux-là, on en a tiré finalement 7 types d'initiatives
qui sont particulièrement attrayants pour les consommateurs et particulièrement performantes aux yeux des professionnels de l'expérience client en général. Et vous allez voir que ces initiatives ont souvent un lien avec la défiance ambiante dont je vous parlais. Quand on parle de RSE, s'il y a un truc majeur à adresser, je vous dis, c'est la défiance. Donc, pour qu'une initiative s'installe plus rapidement que d'autres, pour qu'elle reçoive moins de lots de critiques, elle aura de toute façon son lot de critiques forcément, mais pour qu'elle soit moins critiquée en tout cas que les autres, quelles sont les initiatives qui ont des chances de passer à travers, je dirais, les fourches codines de ce process qui est assez terrible. Le premier type d'initiative, c'est des initiatives qui rendent les choses visibles et concrètes. On est dans un monde qui est difficile à appréhender, dans lequel il y a des métriques qu'on ne connaît pas ou qu'on ne maîtrise pas, avec des sujets qui sont extrêmement complexes. Les entreprises, les initiatives qui gagnent et qui gagnent du temps pour s'installer, parce que l'idée c'est d'aller plus vite que les autres, et ben c'est celles qui rendent les choses visibles et concrètes. Je vais vous donner à chaque fois un tout petit exemple qui va vous donner ça. Très bon exemple, Back Market, qui vous explique la différence, l'intérêt qu'il y a à acheter un téléphone reconditionné. Et ils vous disent, c'est quoi la différence entre le neuf et le reconditionné? C'est globalement 70 000 litres d'eau, à savoir les 70 000 litres d'eau qu'il faut pour fabriquer un téléphone neuf. C'est super concret. Vous voyez la portée du message. Vous comprendrez très bien pourquoi c'est extrêmement vertueux d'aller acheter un téléphone reconditionné chez Back Market ou chez un autre, mais pourquoi pas chez Back Market. C'est, voilà, typiquement, voilà le genre d'information qui, adressée au grand public, marche, est très concrète, est super visible, super lisible et a de l'impact. Donc plus les initiatives sont dans cette idée d'être visibles et concrètes, mieux ça marche, et vous comprenez bien, notamment par rapport à la défiance ambiante. Deuxième type d'initiative que je voulais voir avec vous, c'était les initiatives qui créent des nouveaux repères. Ben oui, on est dans un nouveau contexte, avec des nouvelles données, des nouveaux critères finalement, un nouveau système de valeurs presque, et des nouvelles façons de choisir les choses. Eh ben, il faut aider les consommateurs à ça. Si vous ne les aidez pas, ils n'y arriveront pas. Alors, un des pionniers là-dedans, ça a été Leroy Merlin, qui a créé ce qu'ils appellent le Home Index, c'est-à-dire finalement une espèce de Nutri-Score à la Leroy Merlin, un Nutri-Score environnemental et sociétal, qui fait que 95% des références de Leroy Merlin ont un score de Home Index qui vous dit à quel point le produit est en l'occurrence durable et responsable. Ce n'est pas 5% des produits, c'est 95% des produits de Leroy Merlin ont ça. Et tout d'un coup, ça permet aux consommateurs Leroy Merlin de se dire qu'est-ce que j'achète ? Et d'avoir vraiment, de prendre ce critère comme un des critères de choix pour eux, pour acheter ou pas acheter quelque chose. On est à la poste, enfin on est un peu à la poste ici, hein, quand même. Hein. On est un peu à la poste, mais c'est extrêmement intéressant. Je veux dire, ce qu'a fait la Poste avec les moyens de réduire l'empreinte écologique de mes envois, avec l'appli qui fait ça, c'est un travail remarquable, un travail de fou, parce qu'ils ont passé des années à le faire, mais c'est là, et maintenant, sur chaque envoi, vous pouvez calculer l'empreinte écologique de votre envoi. Vous imaginez la performance, que ça soit une simple lettre, un paquet, selon la distance, etc., vous pouvez faire ça. Et ça vous permet d'évaluer ça, et ça vous permet de comprendre ce que vous faites, et d'en comprendre la portée. Donc la Poste, on peut les remercier pour ça, parce qu'ils nous donnent ces critères-là, au moins, et on arrive à comprendre ça. Très intéressant aussi, Darty. Alors Darty est allé plus loin que le législatif commençait à parler d'indice de réparabilité, j'ai vérifié ça, et Darty est allé plus loin que ça. C'est-à-dire que sur chaque produit chez Darty, vous avez un indice de réparabilité et donc de durabilité du produit. Est-ce que ce machin-là, il est irréparable, et donc ça veut dire que dès que ça dysfonctionne, ça part à la poubelle, ce qui est une catastrophe, ou est-ce que au contraire, ce machin-là est hautement réparable ? Ben c'est ça que fait Darty. Et ça vous permet là aussi d'avoir un nouveau critère. Au-delà du prix, au-delà de la qualité, etc., vous avez un indice de réparabilité qui vous permet tout d'un coup de se dire « Ah ben je vais plutôt choisir entre deux produits, je vais plutôt choisir celui qui a le meilleur indice de réparabilité. » Et on comprend bien tous l'intérêt de ça. Donc des nouveaux repères qui permettent finalement aux consommateurs de comprendre et de juger, de mieux apprécier ce qu'il a en face et de mieux acheter avec ces critères-là en tête. Troisième type d'initiative, ce qu'on a appelé les initiatives win-win-win. Win-win-win, c'est-à-dire gagnant, 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 gagnant. Et l'aspect multidimensionnel est très important aussi. Quand on parle de win-win-win, on veut dire gagnant pour la planète, gagnant pour le client, et notamment pour son portefeuille, et gagnant pour l'entreprise aussi, bien sûr, pour qu'elle elle aussi s'y retrouve. Et c'est intéressant parce que quand vous êtes dans ce type d'initiative, vous êtes moins critiquable. Vous voyez ce que je veux dire ?
vous êtes gagnant sur tous les tableaux, c'est-à-dire que vous apportez quelque chose à tous les tableaux, dans toutes les dimensions. Et forcément, votre initiative par rapport à la critique qu'elles peuvent recevoir, et qu'elles ne manqueront pas de recevoir, ne vous faites pas d'illusions, il n'empêche que plus vous êtes bon dans le multidimensionnel, et moins vous êtes attaquable. Et plus vous êtes irréprochable, finalement. Alors, on n'a pas vraiment parlé finalement de ça ce matin, mais Decathlon, qui est en Belgique, est devenu, je ne sais pas comment vous le dites, Noltaced, c'est-à-dire qu'ils ont renversé le truc pour parler d'économie circulaire. Et Decathlon vous a encouragé maintenant, et encourage très fortement ses clients en Belgique, mais ils sont maintenant, c'est en France, à venir retourner les produits qu'ils n'utilisent plus. Pour que ça devienne de la seconde main. Et pour qu'on les recycle. Donc on ne jette plus un produit Decathlon, on le retourne chez Decathlon, Decathlon le rachète, d'accord ? Decathlon rachète le produit, d'accord ? Et comme ça. Et puis, au-delà de ça, et puis ils le remettent en état, etc., et ils le reproposent, etc., pour d'autres clients qui l'achèteront moins cher, etc. C'est super vertueux, vous comprenez bien, pour le portefeuille des clients, c'est vertueux pour la planète, et ça crée un business pas inintéressant pour Decathlon, qui vend aussi des choses comme ça. Et puis, au-delà de ça, ils ont même développé le concept de location. Ils ont beaucoup travaillé sur le concept de location. Vous pouvez louer une raquette de tennis, vous pouvez louer des chaussures de foot, vous pouvez louer une tente pour un week-end ou pour une semaine, etc. Ils ont beaucoup travaillé le concept de location. Donc du coup, on ne s'embarrasse pas à entasser des choses chez soi, on loue des choses pour une période donnée, et ça marche très bien. Et on voit bien que là aussi, Decathlon est irréprochable. C'est bon pour le client, c'est bon pour la planète, c'est bon pour l'entreprise, et ça toc, 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 et c'est le miracle, ça marche très bien. Il y a plein d'autres initiatives. Il y a 2 initiatives dont je voudrais parler. La Massif, qui fait un travail, par exemple, remarquable sur ce qu'ils appellent les PIEC. Ça vous parle, les PIEC ? Les PIEC, ce sont les pièces issues... Alors, PIEC, c'est un acronyme pour pièces issues de l'économie circulaire. Vous avez un accident, la Massif va vous proposer des pièces de rechange de seconde main, qui ont été bien sûr remises en état, etc., qui sont dans un état parfait, mais tout d'un coup, vous pouvez racheter une aile de votre aile de voiture a été endommagée, ou etc., ou votre portière, etc. Vous pouvez acheter une nouvelle portière seconde main qui coûte beaucoup moins cher que la première. C'est bon, donc là, c'est bon pour votre portefeuille, c'est bon pour la planète, et c'est bon aussi pour Massif. Donc c'est important ça, et ça coche toutes les cases, et une fois de plus, on est dans quelque chose d'irréprochable. Autre exemple dont je voulais vous parler, c'est l'atelier bocage. Je ne sais pas si vous connaissez l'atelier bocage. Maintenant, vous pouvez louer vos chaussures. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Vous pouvez louer vos chaussures. Pour 19 € par mois d'abonnement, vous pouvez louer des chaussures. Vous avez besoin de chaussures festives pour Noël, etc., ou pour un mariage. Vous allez chez Bocage, vous prenez les chaussures que vous voulez, vous repartez avec, vous les rendez 3 jours après, tout va bien. Vous avez besoin de bottes pour aller en Bretagne pour un week-end, tac, tac, tac. Vous allez chez Bocage, vous prenez vos bottes et vous repartez et vous revenez. C'est totalement nouveau. C'était inimaginable il y a encore quelques années de penser qu'on pourrait louer des chaussures. Et bien maintenant, on loue des chaussures. Voilà. Et là aussi, c'est bon pour le client, c'est bon pour la planète, c'est bon pour Bocage. C'est déjà plus de 5% du chiffre d'affaires de Bocage qui se fait sur cette location de chaussures. Autre type d'initiative dont je voulais parler avec vous, c'est cette idée que c'est ce qu'on appelle la notion de compétition. Je ne sais pas si vous voyez ce qu'on met derrière. C'est la capacité de certaines entreprises à s'allier, alors qu'ils sont des ennemis féroces, pour adresser un but qui est au-dessus d'elles, qui sont au-dessus de ces entreprises. C'est pour ça que je parle d'une transcendance vers quelque chose de plus grand. Qu'est-ce que je veux dire par ça ? Je vais vous donner des exemples. Eh bien, c'est par exemple le travail incroyable, parce que McDonald's et Starbucks ne peuvent pas se piffer. Je veux dire, c'est 2 entreprises qui se détestent, mais cordialement. Mais tout d'un coup, quand il a fallu affronter l'idée de comment est-ce qu'on fait des gobelets ou des assiettes qui soient, qu'on puisse pas jeter d'un coup d'un seul et qui soient recyclables, eh bien, tout d'un coup, ils se sont dit, on va mettre nos forces ensemble. Ces 2 boîtes qui se détestent se sont mis autour de la même table et ont travaillé ensemble pour créer quelque chose, etc. Et c'est tout d'un coup, il y a des moments où, si vous voulez, et c'est très intéressant, et c'est puissant comme message à adresser aux consommateurs, c'est cette idée que, quelquefois, on est capable de dépasser nos instincts primaires, de dépasser notre situation de compétition féroce pour adresser un objectif qui est plus grand que nous, qui est plus important que nous, à savoir un objectif autour de la planète. Clean Sky, c'est exactement la même démarche par des sociétés des compagnies aériennes.
Compagnie aérienne, c'est des boîtes qui se détestent. British Airways déteste Air France, qui déteste Lufthansa, etc., etc. On se déteste dans les compagnies aériennes. Et bien tout d'un coup, ils se sont mis tous ensemble pour avoir un programme pour des carburants plus écologiques. Et ils travaillent comme ça là-dessus. Et puis un autre truc que je trouve intéressant, qui est moins gros, mais que je trouve assez mignon, c'est ce que fait Monoprix. Je ne sais pas si vous connaissez, il y a un programme qui s'appelle « Je m'appelle Reviens ». Qu'est-ce que c'est « Je m'appelle » Vous connaissez ? Oui. Je m'appelle Reviens, c'est un truc dingue. Vous allez dans un Monoprix et vous voulez organiser une fondue chez vous, et ben ils vont vous prêter l'appareil à fondue. Et ils vont vous dire, ben voilà, je vous le prête gratuit. Vous passez le week-end avec votre appareil à fondue pour faire votre fondue et vous le ramenez lundi matin et c'est gratuit. Ça paraît dingue, mais c'est vrai. C'est vrai. Monoprix fait ça. Et c'est intéressant. Parce que tout d'un coup, vous vous dites, mais ça défie toute logique, quoi. Je veux dire, ils n'en tirent aucun bénéfice, etc. Ben, Monoprix dit, je fais ça, parce qu'à un moment, c'est dingue que tout le monde ait un appareil à fondu chez soi. Ça rime à rien. L'appareil à fondu, on l'utilise 1 ou 2 fois par an, maximum. À quoi ça sert de s'encombrer, de prendre de la place pour un appareil comme ça? À quoi ça sert de l'acheter? Vous achetez le fromage, la fondue chez moi, etc. Et je vous file l'appareil, et c'est beaucoup plus simple, et ça marche très bien. Et ils ont quelques trucs comme ça, où ils font ça remarquablement. Le programme Je m'appelle Reviens, et c'est très intéressant parce que ça dépasse le côté habituellement mercantile qu'on peut avoir des entreprises, bien évidemment, vous comprenez bien l'histoire. Voilà, je vais terminer là-dessus. Je vous ai parlé de 4 initiatives, il y en avait 3 autres. Il y avait l'idée du passage à grande échelle, c'est-à-dire l'idée j'informe tout le monde de ce que je fais. Typiquement, ce que j'appelle le passage à grande échelle, c'est ce que fait la SNCF, qui, dès que vous rentrez dans un TGV, vous dit « Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez fait le bon choix. Vous ne vous êtes pas trompé, vous avez choisi le moyen de transport le plus écologique. » Et il vous le répète, 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 au point que c'est devenu, maintenant, ça y est, on l'a bien stocké dans notre esprit. Mais ils ont raison. Ils ont raison, parce qu'en le passant à grande échelle, ils vous font comprendre que c'est sérieux, qu'ils y croient, etc. Et en vous le répétant, et en vous le répétant, et en vous le répétant, c'est aussi ça qui fait que le truc, on l'intègre et qu'on ne le discute pas. Il y avait l'idée de créer de la valeur avec la fragilité. On en a parlé tout à l'heure avec l'exemple, c'est là où je fais le lien avec ce que nous a présenté Sébastien Poisblanc tout à l'heure sur le programme avec Paloma, l'agent virtuel qui s'adresse aux sourds et malentendants. Ben, c'est pareil. Autre exemple pour créer de la valeur avec la fragilité, regardez ce que font, je ne sais pas si vous êtes déjà allé dans un café joyeux, vous allez dans un café joyeux, voilà, et ben vous voyez très bien ce que c'est qu'un café joyeux. Vous savez, ces cafés où ce sont des handicapés mentaux qui s'occupent de vous, et ben ça a une expérience incroyable. Ça vous change pour l'expérience de café, mais comme jamais, vous la revoyez sous un autre jour. C'est formidable comme expérience, et ça vous fait comprendre que autour de la fragilité, on peut créer, et souvent les entreprises doivent créer de la valeur. Vous voyez, dans 2 choses très différentes, entre café joyeux et massif, il y a des choses très intéressantes qui se font. Et puis dernière chose, c'est oser la radicalité. C'est des démarches très radicales, comme Patagonia. Patagonia, le patron de Patagonia donne tous ses bénéfices à des associations pour la planète et a dit que ses héritiers n'hériteraient pas, ses enfants n'hériteraient pas de Patagonia. C'est une association qui offre pour la planète, qui héritera de Patagonia quand il partira. Donc super radical comme truc. Mais Mustela, une entreprise comme Mustela, vient d'annoncer qu'elle va renoncer aux lingettes. Mustela renonce aux lingettes, ils se donnent à horizon 2025, je crois. Ils ont annoncé ça il y a déjà 6 mois, donc ils se donnent 18 mois pour renoncer aux lingettes. Les lingettes, c'est 25% de leur chiffre d'affaires. Ils sont en train de mettre à la poubelle 25% de leur chiffre d'affaires en disant « mais on ne peut pas continuer à faire ça, les produits ne sont pas compatibles avec notre éthique, donc on va foutre tout ça à la poubelle ». 25% du chiffre d'affaires qui va partir à la poubelle. Mais c'est intéressant. C'est bien sûr radical comme truc, mais ça vous montre bien à quel point ces entreprises, tout d'un coup, sont hyper crédibles quand elles parlent de responsabilité, de durabilité, etc. etc., etc. Voilà ce que je voulais partager avec vous sur ce... Mais voyez les angles d'attaque, et voyez à quel point les 7 types d'initiatives dont je vous parle ici ont comme but d'adresser cette dimension de responsabilité et de triompher de la défiance, mais monstrueuse, qu'il y a malheureusement autour de ça. Bon, c'est comme ça, il faut faire avec, on ne va pas se battre, mais il faut faire avec cette défiance. Voilà ce que je voulais vous partager avec vous. Vos lunettes, c'est ça?
Merci beaucoup, Laurent Garnier, pour cette présentation très intéressante sur ces initiatives. Peut-être, j'avais juste un commentaire, parce que vous avez parlé effectivement de société de défiance, et ce matin on a parlé des jeunes, puisqu'on a nos étudiants, et on a beaucoup entendu justement cette nouvelle génération avoir des exigences vis-à-vis des entreprises, plus que la défiance, de l'exigence justement de transparence, des exigences d'éthique. Et donc on a vu les discours des diplômés HEC, de AgroParisTech, réclamer cette exigence aussi au niveau de l'emploi. Et du coup, je voulais demander à M. Nicolet, par rapport à cette notion d'entreprise à mission, comment vous voyez ces initiatives? Est-ce qu'elles sont finalement compatibles avec l'entreprise à mission? Est-ce qu'on peut être à la source de ces initiatives sans être entreprise à mission? Enfin, comment vous voyez ces initiatives à travers le prisme de cette qualité d'entreprise? Oui, alors il y a beaucoup de façons d'avoir de l'impact. La société à mission est un outil. Alors, il correspond à certaines entreprises. D'ailleurs, tu en as cité un certain nombre. C'est marrant parce que ça se recoupe. Et même quand elles ne le sont pas directement, comme le groupe Fnac Darty, c'est Nature et Découverte, c'est membre d'Écosystème, qui est le groupe qui est société à mission et qui gère le gisement du gros électroménager. Pour pouvoir le recycler, le reconditionner, il faut d'abord avoir accès au gisement, souvent, et avec Boulanger, les deux gèrent. Et c'est société à mission. Donc il y a vraiment des implications. Mustela, la maison mère, je ne sais plus comment elle s'appelle, les sociétés à mission. Bon, voilà. Donc souvent ça recoupe. C'est pas le seul outil. Il y a les certifications qui font avancer parce que ça permet de calibrer. On nous a parlé tout à l'heure sur B Corp. B Corp est d'origine américaine. On a aussi Lucie en France et on a engagé RSE AFNOR. Donc voilà, vous avez le choix en plus. Il n'y a pas que B Corp qui est très exigeant. Mais les autres le sont tout autant, mais peut-être qu'ils prennent en compte un peu plus une culture européenne et française, et AFNOR avec un côté, voilà, la mission de service public qu'il peut avoir sur les côtés de normalisation. Donc ce n'est pas le seul moyen, mais c'est très utile. Voilà, devenir société à mission, c'est très utile pour cadrer et pour intégrer ces exigences RSE dans sa stratégie. Il y a quand même quelque chose qui est nouveau aussi depuis le 1er janvier 2024, c'est qu'il y a une réglementation européenne, dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle la CSRD, on va finir par bien enregistrer, qui s'applique pour cette année à des entreprises qui étaient déjà soumises à une déclaration de performance extra-financière, donc les grands groupes. Donc ça change un peu, mais ils ont quand même l'habitude. L'année prochaine, pour faire simple, c'est les ETI. L'année d'après, c'est les grosses PME. En gros, 250 salariés et 50 millions de chiffre d'affaires. Donc ça va très vite, parce qu'ensuite, les sous-traitants, bien évidemment, parutiellement, on va leur demander exactement la même chose pour que l'impact il soit pris en compte, non seulement au niveau de l'entreprise elle-même, mais aussi des sous-traitants, des fournisseurs, etc. Donc tout ça, toute cette réglementation va dans un seul sens, c'est demander plus de publications extra-financières aux entreprises pour les pousser à agir. Parce que bien évidemment, quand on fait sérieusement, ils n'auront pas trop le choix de déclarer tout ce qu'on fait, tout l'impact positif et négatif qu'on a sur un plan social, sociétal et environnemental. Forcément, une année, on voit qu'on n'est pas très bon. L'année d'après, on a envie de s'améliorer. Alors là, le devoir de vigilance qui devait suivre au niveau européen a été figé, qui était un peu la suite de la CSRD. La mise en action, bon, il y a les élections européennes, ceci explique peut-être cela, ou d'autres facteurs. Mais en tout cas, on est quand même dans un mouvement de fond, et même aux États-Unis, même si ce n'est pas exactement la même chose, même aux États-Unis, Canada. Donc tous ces mouvements, tous ces outils sont utiles. Aujourd'hui, il y a un peu foison d'outils, mais je trouve que c'est bien. Quand il y a beaucoup de choses, ça veut dire qu'on est quand même sur un vrai mouvement de fond. L'entreprise à mission est un moyen, comme un autre. Ça correspond à beaucoup d'entreprises, puisqu'il y en a à peu près 1600, tout secteur d'activité, toute taille. La plus grande est la Poste. La seule cotée au CAC 40 qui, à la rigueur,
pourrait le perdre, d'après moi, hein, le plus rapidement possible, parce qu'elle est le plus visible et donc susceptiblement le plus attaqué, c'est Danone. Donc c'est la seule, hein, du CAC 40. Toutes les autres ont mis une raison d'être dans leur statut, mais ils ne sont pas allés plus loin. Et ces raisons d'être-là, bon, ça ressemble souvent plus à un slogan marketing où j'ai rien contre, hein, mais il ne faut pas mélanger le travail sur la raison d'être, c'est vraiment un travail d'introspection en montrant quel est l'apport au bien commun, qu'est-ce qui nous distingue de nos concurrents, etc. Donc voilà, il y a beaucoup de raisons d'être d'entreprises du CAC 40 qui voilà, relèvent plus du, je ne vais pas dire du greenwashing, parce que ce n'est pas étayé, mais en tout cas, c'est de la communication. La plupart des entreprises qui deviennent à mission font la raison d'être, travaillent leur raison d'être d'une manière plus sérieuse, parce qu'elles embarquent leurs collaborateurs aussi, elles les engagent, on en parlait tout à l'heure du rôle des collaborateurs, elles engagent ces parties prenantes, donc ça a un double effet en plus. Il y a un effet très bénéfique sur l'image que renvoie l'entreprise dans son travail pour devenir société à mission. Et je crois que je me suis encore perdu. Mais non, oui, je voulais juste rajouter tout à l'heure, je vous ai parlé de cette entreprise Coach pour l'aspect durable, sur l'aspect responsable, donc plus sur le sens éthique. Je voulais juste vous lire une entreprise à mission que je ne connaissais pas, qui est inconnue au bataillon. Peut-être s'il y a quelques Varois dans le coin, au Var même. C'est une entreprise qui s'appelle PACA Participation. Et en fait, c'est un groupe, je ne les connais pas, hein, je le répète encore, c'est un groupe qui a des grandes surfaces. Donc on peut trouver ça étonnant, des grandes surfaces qui deviennent société à mission. Donc c'est un petit groupe dans le Var. Ils ont l'Hyper U des Arcs, le Super U de Saint-Zacharie, si certains connaissent, c'est à côté des Bouches-du-Rhône, le magasin Sobio de Brignoles. Voilà, donc on est vraiment dans le Haut-Var. Et donc ils ont décidé d'être société à mission. Et ils ont beaucoup détaillé leurs objectifs socio-environnementaux, donc je ne vais pas tous vous les lire. Il y en a pour les collaborateurs, pour les fournisseurs, pour la prospérité du territoire, et il y en a pour le client. Parce que là, on est vraiment sur de l'engagement client pur et dur, on est sur la relation client. Pour offrir à nos clients une expérience singulière dans nos magasins, en proposant un service différenciant, particulièrement soigné, régulièrement amélioré, source de bien-être et créateur de liens de confiance. Des liens de confiance fondés sur des équipes expertes de leur métier et du parcours client, garantes d'un accueil et d'une expérience de qualité. Alors, et aussi la confiance fondée sur l'innovation technologique, on rejoint nos premières discussions de ce matin, visant à parfaire la qualité de service, avant tout portée à nos collaborateurs. Donc là, on est... Waouh, ils ont placé la barre très haute. J'espère qu'ils vont réussir et que les déclinaisons opérationnelles de leur engagement et les outils de mesure qu'ils vont mettre en place vont prouver qu'ils ont eu raison. Mais là, on est vraiment dans de l'engagement pur et dur, éthique et responsable, d'après moi. Donc, je trouve que c'est bien de les valoriser, même si vous n'allez pas dans le Var. Merci beaucoup. Des questions, peut-être, de l'assistance sur ces deux visions, ces éléments d'analyse, de réflexion sur cette responsabilité de la relation client, cette durabilité de la relation client. Est-ce qu'il y a des volontaires? Oui, Virginie. Peut-être il y a un micro, Lina, ou ici, devant. Est-ce que vous pouvez le donner à Virginie? Non, il y en a un qui, justement. Voilà. Non, c'est bon, il y en a un qui arrive. Voilà. Ça fonctionne? Oui, merci. Concernant les initiatives que vous avez citées, parmi les nombreuses citées, vous avez donné comme exemple les offres sur la réparabilité, les offres sur la location. Or, là où on peut s'interroger, c'est par rapport à effectivement l'époque du Black Friday l'année dernière, où l'ADEME a lancé une initiative en coopération avec le gouvernement justement sur une grande campagne de communication qui a fait beaucoup d'ailleurs de polémiques sur effectivement ces 4 spots télévisés sur le dévendeur.
Et en plus, quand on regarde les performances du Black Friday, et je pense que la Poste pourra le confirmer, sur une croissance de plus de 10% sur de la vente e-commerce, et je pense qu'ils ont été très mobilisés dans les expéditions de colis. Je voulais juste, moi, avoir votre avis sur, finalement, est-ce que cette offre n'est pas très marginale? Est-ce qu'on a quand même un espoir de voir le consommateur s'orienter effectivement vers ou bien sur ces comportements de fonctionnalité de la location, ou bien sur effectivement la réparabilité? Est-ce que finalement, voilà, c'est juste un témoignage. C'est évident que tout ça prend du temps. C'est-à-dire changer les habitudes, changer les comportements, ça prend du temps. Ça se construit petit à petit. Il y a quelques années, l'Aigle, par exemple, avait fait une initiative très marquante sur la matière en disant chez nous, il n'y aura pas de Black Friday. Et je crois qu'ils avaient même fermé leur boutique pendant le Black Friday, ce qui était un signe fort. Et en fait, ce qui était très intéressant, c'est que quand vous communiquiez avec les gens de l'Aigle, ils s'étaient rendus compte que l'initiative a été extrêmement appréciée par leurs clients et que dans le mois qui a suivi, finalement, ils ont fait. C'est mieux que s'ils avaient fait un Black Friday. Je veux dire, donc, derrière, les clients avaient été tellement marqués, tellement impressionnés par toute la politique qu'ils avaient faite autour de ce non-Black Friday. Finalement, ils les ont récompensés. Récompensés, je ne sais pas si on peut le dire. Enfin, en tout cas, ce qui était intéressant, c'est que d'un point de vue business, finalement, c'était presque mieux que c'était mieux que s'ils avaient fait un Black Friday. Donc, c'est intéressant parce que il y a forcément un mouvement de la part des consommateurs d'Aigle qui se dit tiens, j'ai remarqué l'Aigle qui fait ça, et derrière, ça leur donne envie d'aller en magasin, et puis etc. C'est extrêmement intéressant comme chose. Les éléments de location, louer des chaussures, tout le monde n'est pas mentalement prêt à louer des chaussures. Mais c'est intéressant de voir que ça commence à se mettre en place. Voilà, c'est des choses qui vont se faire petit à petit. Et puis petit à petit, ces habitudes vont se généraliser, on peut l'espérer. Et le fait que je ne jette pas un produit, mais le magasin dans lequel je l'ai acheté est prêt à me le reprendre pour une somme forcément dégradée, bien sûr, par rapport à ce que je l'ai acheté, c'est des choses qui vont se faire. Donc ça prend du temps. Malheureusement, ça remet de patience sur ce genre de choses. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que la pompe peut s'amorcer ici ou là et qu'elle rencontre son petit succès. Et c'est intéressant parce que ça donne l'idée à d'autres entreprises de faire pareil. Et c'est comme ça que voilà, le mimétisme est puissant dans ces moments-là. Oui, juste un petit point à ajouter. En fait, le problème, je crois que c'est Napoléon qui disait l'intendant suivra. Le problème, c'est que l'intendant ne suit pas. Sur la réparabilité, pour prendre la question du gros électroménager, j'ai travaillé avec une partie boulanger, mais une autre boîte spécialisée. La problématique, c'était de trouver des techniciens, non seulement pour réparer, mais aussi pour faire du reconditionné. Et donc, le seul moyen pour ce type de boîte qui se crée par des jeunes, souvent en mode start-up, c'est de créer un organisme de formation. Et donc là, si l'État est aux côtés et qu'ils vont vite, qu'ils ont, vous connaissez les questions RNCP, etc., les formations certifiantes, etc. Donc si ça va vite, ça peut être très bien, parce qu'en plus, ils recréent des emplois locaux et non délocalisables. Donc toute la question sur la réparabilité et le réemploi et le reconditionné, j'exclus le recyclage, parce que là, c'est quand on ne peut plus rien faire, à la rigueur. Mais est-ce que l'intendance suit? Est-ce qu'il y a les boulots derrière? Est-ce qu'il y a les techniciens derrière? Et donc, il y a toutes sortes de boulots à recréer. On louait des chaussures de ski, on les loue toujours. Pourquoi pas louer autre chose, des bottes Aigle, société à mission, d'ailleurs. Et le boycott du Black Friday, c'est la Camif qui a commencé, qui est portée par Emery Jacquia et qui est sur la question des sociétés à mission, qui a été un grand initiateur aussi. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions du chat? Je ne sais pas s'il y a des questions. Pas de... dans le chat. Monsieur Garnier, vous parlez de verbatim qui ne témoignent pas des besoins RSE des clients, mais est-ce que si on leur demande, les résultats ne sont pas biaisés? Oui et non, je veux dire, c'est un grand militant des questions ouvertes.
moi, je travaille qu'à partir de Verbatim. Donc, je suis un grand militant des questions ouvertes dans les études, d'accord? Et des questions ouvertes les plus neutres possibles. La plus belle des questions ouvertes, c'est quelle note de satisfaction vous nous avez donnée et pourquoi vous nous avez donné cette note. Quelle note de recommandation. C'est la plus belle des questions. Ça permet à chacun d'exprimer exactement ce qu'il veut, d'exprimer s'il est très content ou s'il est mécontent. Et surtout, ça part dans tous les sens. Et c'est la beauté de l'affaire. Ça part dans tous les sens. Quand on fait des choses pour la Poste, on se retrouve avec ce qu'on appelle des trackers, des parcours clients, qui font 130 touchpoints. Pour vous dire, il y a au moins 130 thématiques qui sont abordées par les clients de la Poste. Ça part dans tous les sens. Bon, voilà. Donc, je suis un grand militant de ça. Mais malheureusement, si le sujet ne revient pas spontanément, alors qu'il est déjà dans les têtes, c'est-à-dire que, en fait, le questionnement sur est-ce que vous êtes satisfait, etc., il y a tellement d'autres priorités qui viennent avant, d'autres choses auxquelles les consommateurs sont habitués à répondre et à parler. Finalement, ils n'arrivent même pas à articuler les sujets RSE. Ils sont trop loin dans leur tête. Donc, c'est pour ça qu'il faut absolument articuler quelque chose de spécifique là-dessus. Mais c'est extrêmement intéressant. Enfin, est-ce qu'il y a une initiative RSE de la Poste qui vous intéresse particulièrement? On ne peut pas dire initiative RSE, mais on trouve le moyen de le contourner. Est-ce qu'il y a une initiative RSE de la Poste qui vous intéresse? C'est hyper intéressant. Pour les gens de la Poste, c'est hyper intéressant de comprendre dans le différents portefeuilles d'initiatives qu'ils mettent en place, quelles sont celles qui sont notées par les clients, qu'ils apprécient ou qu'ils n'apprécient pas, ou s'ils ne l'apprécient pas, pourquoi ils ne les apprécient pas, et comment est-ce qu'on pourrait les améliorer. C'est ça le truc. Donc, il faut y aller, malheureusement. On n'a pas le temps d'attendre. On n'a pas le temps d'attendre que ça monte en conscience. Les enjeux vont être tellement forts. En fait, leurs attentes sont plus importantes que la conscience qu'ils en ont. C'est très bizarre comme truc, mais c'est vrai. C'est vrai. Ils sont plus exigeants qu'ils n'en ont conscience. Enfin, c'est extrêmement bizarre. Donc, c'est pour ça que les questionnements traditionnels qu'on a aujourd'hui ne permettent pas de faire remonter ces choses-là. Donc, il faut un questionnement, je dirais, prompté, un peu assisté, mais qui marche par contre très bien, une fois qu'on leur pose des questions. Merci. De rien. Merci beaucoup. Est-ce qu'une dernière question? Mais c'est le... Très bien. Je remercie nos intervenants. Et donc, voilà. On arrive presque à voilà. Donc, j'appelle Yann Sohen, donc, qui va représenter la branche service courrier colis, donc parraine cet événement, Bérangère, pour un petit mot de conclusion. Donc, je laisse la parole. Non, je vais la laisser. Alors, très rapidement, parce qu'on a évidemment un petit peu beaucoup débordé, je voulais juste remercier évidemment déjà toutes les personnes qui sont restées jusqu'au bout, qu'elles soient derrière la caméra ou qu'elles soient ici dans cette salle, et j'en profite pour remercier en particulier bien toutes les personnes moi, du côté du laboratoire du Larécois et de l'ISTM IAE qui ont travaillé pour que cette journée se passe bien. Merci Adeline aussi de nous avoir accompagnés toute la journée, et j'espère surtout que vous aurez appris des choses sur le plan académique. Je sais qu'il y a des étudiants qui doivent faire des mémoires et qui m'ont déjà dit « Ah, j'ai noté des choses qui peuvent m'être utiles ». Donc, j'espère que vous saurez en profiter de ce moment et de pouvoir même, pourquoi pas, le réécouter s'il y a des moments particuliers que dont vous n'avez pas pu profiter pleinement. Voilà, merci beaucoup. Alors, donc, je vais faire une conclusion en environ 800 points, parce que vu toutes les questions qui ont été posées à la Poste, non, je ne vais pas répondre à toutes aujourd'hui, mais au moins, on a de quoi faire un prochain symposium, vu tout ce qu'on a encore à évoquer. Moi, je voudrais vous remercier, remercier Sub2V qui nous a accueillis dans des super conditions dans cet auditorium, remercier l'UVSQ aussi pour la préparation de cet événement qui était vraiment plus que sympathique et qui nous a aussi, je pense, a été apprécié par nos postiers. Remercier les collaborateurs de la Poste qui sont dans la salle et qui sont aussi à distance, qui ont pu entendre un petit peu. Et puis c'est intéressant ce genre d'événement aussi pour une entreprise, parce que à la fois on a parlé nous de ce que l'on fait dans les entreprises, mais aussi de la vision universitaire, et ça nous permet aussi nous de nous challenger. Donc vraiment un événement intéressant. Remercier aussi mes équipes, donc Laure, Jean-Yves et Mickaël qui nous ont aidés à préparer aussi cette journée. Et puis tous les étudiants, parce qu'ils nous ont bien aidés aussi. On a fait des petites préparations avec elle, et puis aussi tous les étudiants qui ont fait toute l'organisation, parce que je trouve que c'était quand même super bien organisé. Voilà. Donc je vous dis merci et à une prochaine fois.